Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de pas mal de sujets que je voulais aborder pour le début de cette nouvelle saison 2018-2019 sur ma chaîne YouTube. Et on a abordé notamment la sécurité. Qu'est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que la blockchain est sécurisée? Et surtout, comment ça marche ces clés? Une clé publique, une clé privée? On les utilise toutes régulièrement. Si vous utilisez des crypto-monnaies, vous recevez, vous envoyez cette crypto-monnaie, mais comment ça marche? Votre clé publique, votre clé privée, qu'est-ce qui sécurise vraiment votre compte et quelle sécurité est réellement présente dans la blockchain? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions et je vais faire appel à l'aide de mon frère, William, qui est également entrepreneur, qui travaille sur pas mal de projets à mes côtés et qui lui a un background un petit peu plus chargé que le mien, notamment au niveau de ses études et des diplômes qu'il a réalisés. Alors William, en une petite minute, tes études, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai commencé effectivement mes études dans une école informatique où j'ai pu étudier la sécurité, donc c'est l'école Epitech. Ensuite j'ai bifurqué sur un parcours beaucoup plus entrepreneuriat en m'orientant vers une école de commerce et aujourd'hui je suis à la tête d'une société qui s'appelle Vivoca, qui est en fait expert de la technologie de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale. Donc voilà, moi si je t'ai fait intervenir aujourd'hui, c'est parce que tu as un background technique au niveau informatique et sécurité qui est forcément bien plus présent que le mien étant donné que je n'en ai pas. Et je voulais te poser plusieurs questions sur la blockchain, notamment sur les différentes technologies de la sécurité, des questions basiques, mais des questions qu'on ne se pose jamais vraiment, et je pense que c'est important de le savoir, surtout quand on utilise les crypto-monnaies, avec ces fameuses clés privées et clés publiques assez régulièrement. Alors, si je te dis comme ça, pour avoir un gros point d'entrée assez global, est-ce que la blockchain est sécurisée ? Alors pour pouvoir répondre, il faudrait déjà aborder la sécurité d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est qu'un système sécurisé? En fait là, surtout dans la blockchain, on parle vraiment de système d'authentification, de système de sécurisation. Il faut savoir que dans la sécurité, il y a vraiment trois choses qui rentrent en jeu. Donc là, c'est vraiment les trois choses qui rentrent en jeu quand on veut prouver que c'est soi, prouver que c'est son adresse de crypto-monnaie, prouver que c'est son compte. Exactement, vous allez vous connecter par exemple sur n'importe quel site. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans la sécurité, il y a trois choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on a. Donc ça peut être une clé, ça peut être une carte bancaire. Un code. Alors justement, la deuxième c'est qu'est-ce qu'on sait. D'accord. Donc un code, un mot de passe, une passe-phrase qu'on a dans la tête. Ok. Et la troisième, c'est qu'est-ce qu'on est. Donc là on parle de biométrie, on parle d'iris, on parle de... Ouais, donc tout ce qui va être empreinte, tout ce qui va être les yeux, ok, d'accord. Par exemple. Voilà. Donc, et en fait c'est avec les trois choses, c'est avec vraiment un mélange de ces trois choses qu'on arrive vraiment à créer un système plus ou moins sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez sans doute dû voir sur certains systèmes, comme par exemple une connexion à Kraken, qu'on peut vous demander deux choses. Donc déjà, qu'est-ce que vous savez, ça peut être un mot de passe. Ouais. Et également, qu'est-ce que vous avez grâce au 2FA, on voit souvent justement la preuve que c'est votre téléphone, on vous envoie un code. Donc il y a déjà deux de ces trois composantes qui sont réunies et ça augmente vraiment la sécurité. D'accord, ouais, parce que même si tu arrives à bypasser et à trouver une solution pour avoir l'un de ces points, comme l'autre est totalement décorrélé et c'est un autre univers, c'est dur d'avoir le deuxième facteur. Exactement, alors il faudrait justement qu'un potentiel hacker vous vole et votre téléphone et en plus arrive à vous soutirer votre mot de passe. Donc ça commence à faire déjà beaucoup moins de risques. Alors, donc on est dans une partie très précise de la sécurité, on parle bien de l'accès à un compte, prouver que c'est soi. Il y a plusieurs phases de la sécurité qu'on abordera peut-être dans d'autres vidéos si ça t'intéresse de faire d'autres sujets comme la sécurité d'un serveur, les différentes méthodes de hack qui peuvent y avoir. Étant donné que c'est toi qui m'as également aidé à sécuriser le noyau de la société Just Mining, il y a pas mal de points que tu pourras aborder là-dessus. Là on va rester du coup dans l'authentification, prouver que c'est soi. Moi ce que je voulais vraiment aborder, ou du moins ce que les gens m'avaient dit que c'était très intéressant, c'était vraiment le concept de clé privée, clé publique. Moi-même, avant que tu me l'expliques, je le comprenais pas totalement. Tu m'avais parlé de chiffrement, tu m'avais parlé de cette sécurité. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu plus. Qu'est-ce que les gens peuvent savoir si, par du fait qu'ils n'ont pas de compétences là-dedans comme moi, sur la clé publique, la clé privée de la plupart des crypto-monnaies? Tout à fait, alors pour répondre justement à cette question, c'est important de prendre un peu de recul. On parle de clé publique, de clé privée. En fait, c'est différentes méthodes de chiffrement, donc on peut en distinguer deux. Donc il y a le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Donc ça, c'est des méthodes de chiffrement pour sécuriser des comptes. Tout à fait, donc ça peut être utilisé dans vraiment n'importe quel domaine à la base, même pour échanger des informations. Par exemple, si on veut faire un chat, ça peut être sur Skype ou quoi, qu'on veut vraiment sécuriser justement le... Donc que ce soit de la crypto-monnaie, de la data, des informations ou juste des infos, c'est pour chiffrer et sécuriser le fait qu'il n'y ait que deux personnes qui échangent entre eux, et pas d'autres personnes qui s'ajoutent à cet échange. Exactement, tout à fait. Peu importe justement le domaine, c'est vraiment des algorithmes mathématiques qui vont permettre de chiffrer et de déchiffrer une information. D'accord, donc quand j'envoie une transaction Bitcoin, ça ne va toucher que la personne que j'ai visée parce que cette transaction a été chiffrée. Tout à fait, et ça va également valider le fait que ce soit la bonne personne qui va ou pas valider cette transaction. Donc mon bon interlocuteur et le bon envoi et le bon récepteur. Tout à fait. Du coup, tu m'as parlé d'un chiffrement, est-ce qu'il en existe plusieurs et lequel utilise les crypto-monnaies et comment ça fonctionne?
Alors oui, effectivement, il en existe plusieurs. Par contre, avant de vous parler du chiffrement utilisé par les crypto-monnaies, qui est le chiffrement asymétrique, je dois déjà introduire le chiffrement qui est un peu plus standard. Enfin, c'est pas vraiment standard, mais le chiffrement symétrique est en tout cas beaucoup plus simple à comprendre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour appréhender le chiffrement symétrique, c'est qu'on part toujours du principe qu'on a une clé. Donc dans le chiffrement symétrique, on a une seule et unique clé qui va permettre de chiffrer un message, mais également de le déchiffrer. Alors c'est pas une clé comme une clé crypto-monnaie, c'est pas une adresse, c'est... Alors non, c'est pas une adresse, on peut vraiment imaginer, parce que c'est très important de vulgariser, parce qu'on rentre vraiment, ça peut être assez complexe. D'accord. On va se dire en fait que c'est un espèce d'algorithme qui va contenir en fait un code avec une clé et qui va effectuer une opération et une opération inverse pour déchiffrer. Donc par exemple... Donc en gros voilà, c'est cette clé là qui va modifier l'information qu'on s'envoie pour que si quelqu'un l'intercepte, elle soit illisible. C'est ça. Et que ce soit que la personne qui est envoyée et la personne qui est reçue qui puisse comprendre. Exactement. En fait, on va voir par exemple, admettons qu'on soit dans le cadre d'un chat pour bien comprendre. D'accord. Je vais t'envoyer un message en te disant bonjour Owen. D'accord. Donc le message l'affiche à l'écran, comme ça les abonnés le voient. On a généré avant justement un couple de clés qu'on s'est échangé, donc une seule clé on a tous les deux la même. C'est ça, on a les deux la même, on peut également imaginer en avoir une différente, mais en tout cas il faut que chacun ait la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. D'accord. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Je vais t'envoyer un message, bonjour Owen. Donc ce que je vais faire, j'ai mon message qu'on appelle le plain text. D'accord. Ce texte en fait, je vais passer l'algorithme dessus avec la clé. Cet algorithme va chiffrer le texte. Donc en gros ça va modifier le texte, comme par exemple le B devient un U, le N devient un I. Exactement. Le J devient un A. Par exemple. Ok. Par exemple. Donc je fais ce chiffrement également à l'écran, comme ça les gens peuvent suivre. Étant donné que tu as la même clé que moi je reçois le message qui ne veut rien dire du tout. Mais comme je connais cette clé, eh bien je sais que le B est devenu un A, etc. Et je peux revenir en arrière. Exactement, il faut voir vraiment la clé comme un algorithme qui va permettre en fait d'encoder ou de décoder le message, de pouvoir le lire. Après tu rédigeras ta réponse, que tu réencoderas, que tu rechiffres. Avec cette même clé. Exactement. Et tu me l'enverras. Et je vais te renvoyer. Donc ça c'est le chiffrement symétrique. Par contre il y a une problématique en fait avec ce chiffrement symétrique, c'est que... Enfin une problématique. C'est que si on est à distance en fait sur internet, à un moment donné, quand on va générer ces clés, va falloir vraiment que je t'envoie ma clé. Donc au tout début, c'est-à-dire avant qu'on ait commencé à échanger de manière sécurisée, le moment où tu décides que le B c'est le A, que le J c'est telle lettre, tu dois me donner cette information-là pour que je l'ai moi également. C'est ça. Et le problème c'est que comme cette clé sert à chiffrer et à déchiffrer, si je suis potentiellement un hacker, je peux réussir, si j'arrive à avoir cette clé entre-temps, eh bien à ce moment-là, toute la suite n'est plus sécurisée. Tout à fait. Si après je revois un message passé, je peux le récupérer, et justement je peux le déchiffrer. Donc du coup, on a une problématique. Donc la problématique du chiffrement symétrique, c'est juste la toute première fois où tu vas donner la clé à l'autre. Exactement. Et donc en gros, si je comprends bien, même si on n'utilise que le chiffrement symétrique, si on a un contact dans la vraie vie avant, qu'on peut se parler et se le donner de façon totalement sécurisée comme on pourrait se parler tous les deux, tout à fait. Et bien après on pourrait à distance se mettre à parler de façon sécurisée. Exactement. Faudrait juste jamais qu'on s'envoie cette clé... Exactement. C'est vraiment ce moment où on se l'envoie justement, ça s'appelle le handshake. Et c'est ce moment-là justement où il y a un risque dans le chiffrement symétrique. D'accord. Et donc pour enlever ce risque du chiffrement asymétrique, tu m'as parlé du coup d'un deuxième chiffrement. Alors, pour justement enlever le risque du chiffrement symétrique, il y a également le chiffrement asymétrique. Ok. Tout à fait. Et donc c'est quoi la différence et comment on sécurise cette toute première transaction, ce handshake? Comment tu le sécurises? Pour répondre à ça, il faut que je réponde à déjà qu'est-ce que c'est que le chiffrement asymétrique, c'est quoi la différence? En fait, je dirais qu'elle est très simple, mais en fait, elle est un peu plus compliquée quand même. Le chiffrement asymétrique, en fait, est constitué de deux clés. Donc, on va faire une opération au début qui va générer un couple clé privée et clé publique. Donc là, ça va commencer à vous parler de... T'as une clé privée et une clé publique. J'ai une clé privée et une clé publique aussi. Exactement. Donc j'affiche sur l'écran du coup deux silhouettes avec les deux clés, d'accord? Tout à fait. Est-ce qu'il faut comprendre? Clé publique A, clé privée A, clé publique B, clé privée B. Exactement. Ok. Tout à fait. Et donc ce qu'il faut comprendre, alors comment est-ce que ça se passe en même temps de chiffrement-déchiffrement? En fait, c'est avec la clé publique qu'on va chiffrer un message, et c'est avec la clé privée qu'on va le déchiffrer. Il faut pas inverser, c'est très important. Alors je vous explique comment ça marche dans le process. Donc même situation qu'avant, je vais envoyer un message à Owen. D'accord. En fait, ce que je vais prendre ma clé publique qui sert à chiffrer, je vais l'envoyer à Owen. Donc là, je reçois ton message modifié? Non, tu reçois mon message, je t'envoie juste la clé, donc tout le monde peut le voir ça. Ah, donc je vais recevoir ta clé publique, tout le monde peut la prendre? Voilà, tout le monde peut la prendre, parce que justement, la communication à ce moment-là n'est pas encore sécurisée, elle n'est pas chiffrée. Donc la clé publique que je t'envoie, tout le monde peut la voir. Par contre, la clé privée, je la garde et je la communique à personne. D'accord, donc t'es le seul à pouvoir, ok. Tout à fait. Ce que tu vas faire toi maintenant, avec cette clé publique, donc là, tu vas vouloir m'envoyer un message, tu vas le chiffrer. Avec ta clé publique? Avec ma clé publique, tout à fait. Et en fait, tu vas me l'envoyer. D'accord. Donc là, je vais recevoir ton message chiffré, et avec ma clé privée, je vais pouvoir le déchiffrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se remet du coup dans la peau du hacker tout à l'heure. Lui, il va voir passer la clé publique, hop, il va la récupérer. Donc il peut chiffrer, le hacker, il peut chiffrer et t'envoyer un message à toi. Tout à fait. Par contre, lui, il va te voir récupérer aussi la clé publique.
tu vas chiffrer ton message, tu vas me l'envoyer, mais le problème c'est que lui, même s'il arrive à l'avoir, bah, avec la clé publique, il peut pas déchiffrer. Donc il y a que moi qui pourrais déchiffrer ce message. Ah, parce qu'il faut ta clé privée à toi pour déchiffrer le message qui a été chiffré avec ta clé. D'accord. Tout à fait. C'est pour ça qu'avec les clés publiques, n'importe qui peut envoyer des bitcoins à n'importe qui. Par contre, pour accéder au compte et récupérer les bitcoins, il faut avoir la clé privée du compte. Tout à fait. Donc après, t'imagines bien la suite, ce que tu fais toi exactement pareil, tu m'envoies ta clé publique. Ok. Et une fois qu'on se les échange, on peut communiquer de manière sécurisée. D'accord. Mais alors, une fois qu'on fait un truc comme ça, moi j'ai ma clé privée. Oui. Donc je peux lire les messages qui ont été chiffrés avec ma clé publique en provenance de n'importe qui. Exactement. Toi de la même façon. Moi de la même façon. À ce moment-là, on a fait la première transaction. On a réussi à créer un canal où on est sécurisé. On peut s'envoyer des messages, je peux être sûr qu'il n'y a que toi qui arrive à le lire, et tu peux être sûr qu'il n'y a que moi. Comme dans les crypto-monnaies, tu peux être sûr que je suis le seul propriétaire du compte, et je peux être sûr que tu es le seul propriétaire du tien. Mais à ce moment-là, maintenant qu'on a réussi à créer cet échange sécurisé, eh bien on pourrait très bien, comme cette toute première échange, on est sûr que c'est sécure, on pourrait très bien s'envoyer une clé symétrique, une clé de sécurisation symétrique, et on n'aurait plus besoin de la sécurité asymétrique. Pardon. Tout à fait, alors exactement, c'est ce qui se fait d'ailleurs en général, on entend souvent parler des couples RSA-AES, RSA étant du coup l'algorithme le plus utilisé asymétrique et AES symétrique. Par contre, pourquoi est-ce que les gens font ça en général? C'est tout simplement parce que le chiffrement asymétrique est beaucoup plus gourmand en énergie, beaucoup plus lent que le chiffrement symétrique. D'ailleurs, c'est à peu près 4000 fois plus. D'accord, ouais, donc en fait on met le chiffrement asymétrique en place à la base au début, pour être sûr qu'il n'y a qu'une seule personne qui va comprendre et qu'il n'y a surtout pas de personne qui va intercepter le message. Exactement. Ok, et ensuite, et seulement ensuite, on repasse sur du symétrique parce qu'on sait qu'il n'y a que nous qui pouvons échanger et que c'est beaucoup plus rapide. Exactement, tout à fait. D'accord. D'accord, et ben au moins je comprends un petit peu mieux, ne serait-ce que le concept de réception des fonds et d'émission de ces fonds-là, et comment être sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent pendant tous les échanges? Parce que du coup, avec les crypto-monnaies, on reste tout le temps dans l'asymétrique. Oui. Mais c'est parce que c'est très souvent des nouveaux interlocuteurs et qu'il n'y a pas de... C'est pour plusieurs choses, d'une part parce que c'est des nouveaux interlocuteurs, mais surtout d'autre part parce que c'est des transactions qui sont ponctuelles. Alors même s'il y en a des millions, c'est vraiment des transactions ponctuelles. Alors dans le cadre d'une communication avec un chiffrement symétrique, on va pas s'envoyer que 2 messages. On peut vraiment suivre une conversation. Ouais. Donc c'est pour ça que le chiffrement symétrique est beaucoup plus logique. D'accord. Ce qu'il faut également savoir, peut-être dû également le dire, c'est que en fait à partir d'une clé publique, c'est impossible de gérer une clé privée. Alors que l'inverse est faisable. Par contre, si vous perdez la clé privée, d'ailleurs si vous perdez l'adresse de vos toilettes ou autre, on peut pas revenir en arrière, on peut pas le régénérer. C'est également pour ça que justement, c'est une transaction crypto-monnaie, vous l'avez envoyé à la mauvaise adresse, ou que vous avez perdu justement votre adresse, votre compte, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc c'est également la différence, c'est également ça qu'on appelle un hachage. D'accord. En fait, quand on chiffre quelque chose, c'est possible de le déchiffrer. Par contre, quand on hache quelque chose, il n'y a pas de retour arrière. Des fois, dans la crypto-monnaie, ils nous donnent, par exemple, pour enregistrer un wallet, donc une clé privée, la clé qui te permet d'accéder à ton compte, on te dit, retenez ces 20 mots. Oui. On te dit, on te donne 20 mots, on te demande de les retenir. Si je comprends bien, avec cette passe-phrase, c'est le seul moyen de générer une clé privée. Tout à fait. Donc en gros, c'est un backup, au cas où un jour on perd sa clé privée, il y a un système qui a été créé qui permet uniquement en retenant ces mots, c'est ce que fait par exemple Ledger, c'est ce que fait Arcos dans les hardware wallets, il te demande de retenir des mots au cas où tu perds ta clé privée. C'est pour ça. Exactement. Donc ce qu'il faut également savoir dans la génération justement de cette clé privée, en fait il y a une partie d'aléatoire, ce qu'on appelle un solve, qui va être utilisé vraiment par l'algorithme pour générer la clé privée. Parce que si c'était juste un bouton, je cliquerais, Owen cliquerait également, on se retrouverait avec 2 clés privées exactement la même. D'accord. Okay. Donc voilà, il faut également éviter ça, du coup il y a une part d'aléatoire qui va être utilisée à la génération. D'accord, alors ça veut dire que il n'y a que le propriétaire de la clé privée qui peut recevoir les messages et les déchiffrer. Tout à fait. Parce que c'est le seul à avoir sa clé privée, d'où les gens qui perdent leur clé au niveau des bitcoins. On entend combien d'histoires d'une personne qui a perdu sa clé privée alors qu'il avait beaucoup. Maintenant j'ai une question, ça veut dire que toutes les adresses publiques ont derrière une clé privée? Oui. Ça veut dire également que si je vais chercher sur internet, on peut voir les adresses publiques, je peux trouver un compte où il y a 100 bitcoins dessus. Tout à fait. Et je peux essayer à l'infini des mots de passe jusqu'à trouver la clé privée. Exactement, donc c'est une technique qu'on appelle le brute force, justement. Donc le brute force, tu m'en avais parlé, c'est la technique la plus basique en informatique et des fois la plus redoutable. C'est l'ordinateur, il va essayer toutes les combinaisons possibles. Alors, si on a un mot de passe à beaucoup de caractères, d'ailleurs tu vas nous l'expliquer, c'est complexe, mais s'il y a que 2 caractères, il va essayer AA, AB, AC, AD, ensuite A1, A2, puis ensuite BA, BB, etc., etc. Donc ça va très très vite quand il y a que très peu de chiffres, mais... à quel point, parce que c'est un concept qui était un petit peu compliqué que tu m'avais donné en me disant la sécurité justement ça va être à quel point c'est complexe d'obtenir. Tous les mots de passe, mathématiquement, on peut tout trouver. Si on prend le temps de tout essayer, toutes les combinaisons, un jour ou l'autre on va trouver. Mais tu m'as dit qu'il y a différentes notions de sécurité. Alors comment on peut faire passer cette notion et la faire comprendre du coup Alors, déjà et pour illustrer également, ce que je dois dire en tout premier c'est que la sécurité à 100% ça n'existe pas.
C'est pas possible. Il y a vraiment, quand on dit qu'un système est sécurisé ou pas, en fait, il l'est plus ou moins. Et effectivement, donc comme l'a dit Owen, le mot de passe, plus il va être complexe pour l'ordinateur, plus ça va être long. Quand on parle de complexité algorithmique, c'est combien est-ce qu'il y a de combinaisons possibles. Ok, donc en gros un ordinateur pour trouver un mot de passe qui a qu'un seul caractère, il va essayer toutes les lettres de l'alphabet, donc 26. Après ça, il réessaye toutes les lettres de l'alphabet en majuscules. Tout à fait, parce que c'est des caractères différents. D'accord, et ensuite il essaye les chiffres, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc en tout ça fait environ 60, 62 caractères. Ça fait 62 caractères. Ok. Et donc, du coup, ça va être le nombre de caractères qu'il va y avoir qui va vraiment augmenter ça. C'est ça qui fait augmenter la complexité, mais c'est d'une part le nombre de caractères, mais également combien de fois est-ce qu'on le répète, parce que s'il y a qu'un caractère, donc il y a 62 possibilités, on a 62 chances du coup d'y arriver. Un ordinateur il fait ça en 2 secondes. Quelques millisecondes d'ailleurs. D'accord. Et par contre, imaginez juste 2 caractères. On n'est plus à 62, mais à 3000 et quelques possibilités. Donc déjà, la complexité a largement augmenté, et c'est exponentiel. Parce que du coup, tu dois essayer tous les caractères avec un A, tous les caractères avec un B, mais ensuite tous les caractères avec un 1, ok. Donc en fait c'est exponentiel, et c'est toujours en puissance. C'est ça, tout à fait. Ok. Et sachant justement que sur les clés utilisées de la blockchain, il y a 51 caractères. Ouais, sur le Bitcoin en tout cas. En tout cas, sur le Bitcoin, on mettrait des années pour un ordinateur normal justement pour pouvoir en casser une. D'accord, ouais, donc je t'avais embêté pour faire ce calcul, tu m'avais dit que c'était des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, c'est même pas un chiffre qui était prononçable, je crois que c'était puissance 99. C'est vraiment colossal, déjà quand on voit que sur 5 caractères, je crois qu'on avait calculé, on était à... 250 millions, un truc comme ça, plus de 300, plus de 600 millions de combinaisons possibles, et 5 caractères, c'est rien du tout. D'accord. Mais c'est alors 51 caractères. Alors bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la puissance de la machine, c'est le nombre de machines. Il faut savoir que voilà, on peut utiliser des gros clusters pour casser certains mots de passe. Ouais, parce que plus t'as de machines, plus tu peux faire de calculs différents. Bah exactement, tu peux paralléliser en fait les calculs. C'est comme si on disait voilà, moi je prends. C'est comme un petit cadenas à code en fait. Entre un cadenas à 3 codes qu'on peut tous faire parce que ça va de 0 à 1000, un cadenas à 4 codes. On peut se partager. Moi je prends les plus de 500, toi moins de 500, etc. Et on les fait tous les deux en même temps. Voilà, on comprend assez rapidement justement la complexité et c'est exponentiel. D'accord, et donc aujourd'hui pour une clé privée traditionnelle, si on veut trouver, on trouve une adresse où il y a des bitcoins dessus, oui. On veut essayer, d'ailleurs on sait qu'il y a des adresses avec plus de 50 000 bitcoins dessus qui n'ont pas été touchées depuis la création de la blockchain, même si on mettait toute la puissance mondiale du calcul. On peut récupérer tous les serveurs de tout le monde, plus ceux de Just et tout, c'est pas sûr, pas sûr qu'on y arriverait quoi. Donc il y a toujours un facteur chance, même si on a une chance sur un trilliard de billiards de milliards et qu'on s'arrête jamais, il y a quand même ce petit truc en mode, t'as eu de la chance, t'es tombé dessus. On peut aussi le faire dans la journée. Comme un cadenas à code, imaginez qu'il y a 51 chiffres possibles, on le fait au hasard, ça peut aussi marcher du premier coup. Mais c'est encore plus rare que gagner au loto. Alors maintenant, je vais terminer du coup ce point-là sur la sécurité sur un truc. Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé, même si on a vu que c'était des milliards, etc., qu'il y ait quelqu'un qui a trouvé une clé privée depuis la création de la blockchain, par hasard ou par chance? C'est dur de C'est impossible parce qu'il faudrait que tu fasses des calculs, mais... Non, je pense pas que ce soit arrivé parce qu'en fait, ces chiffrements-là, c'est les mêmes utilisateurs, notamment le RSA-LES par les banques et autres. Il y a 51 caractères, c'est vraiment ce qui est super conseillé pour que ce soit vraiment très robuste. Ok, donc là on s'est déjà un petit peu éloigné juste de la clé privée, clé publique, on va dire, on a parlé de sécurité un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse une deuxième vidéo, mais cette fois-ci plus sur une sécurité, par exemple, on sait que les sites de mining ou les sites de crypto-monnaie sont les sites les plus attaqués. Car en effet, les informations que les hackers peuvent réussir à obtenir, ça peut permettre d'accéder à un compte où il y a de la crypto-monnaie, de l'argent facile. Est-ce que ça intéresserait les gens, ou est-ce que vous avez d'autres sujets peut-être de la sécurité qui peuvent vous intéresser? Soit qu'on vous parle de comment toi par exemple tu sécurises quand tu montes un site internet qui détient des informations sur les clients qui ont de la crypto-monnaie, quelles sont les bases de sécurité à avoir, quelles sont les différentes attaques que le site peut essuyer. Tu m'avais parlé d'EDOS mais tellement d'autres. Il y en a énormément, sécurité web, sécurité réseau, social engineering, c'est vrai que le domaine de la sécurité est vraiment très vaste, donc effectivement il y a plusieurs thèmes vraiment différents. Et juste comme ça, juste pour savoir, à part les sites de crypto-monnaie, de blockchain qui se font très souvent attaquer, t'en connais d'autres qui sont aussi très souvent des cibles privilégiées pour les hackers? Outre la blockchain, il y a déjà tout ce qui est au niveau bancaire, oui. Il y a tout ce qui a énormément de visibilité. Faut savoir que d'une manière générale, tous les gros sites, soit qui stockent énormément d'informations, de contenu, soit qui sont en relation avec la finance, se font de toute façon attaquer en permanence. D'une façon en permanence.
D'accord. Ok, mais alors voilà, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo comme celle-ci, mais encore un peu plus poussée, et cette fois-ci sur la sécurité, toujours en essayant de vulgariser. Le but, c'est d'ailleurs, c'est la passerelle que j'essaye d'apporter entre le discours technique que tu peux avoir et vraiment une explication très simple pour que tout le monde puisse saisir, mais cette fois-ci sur un sujet encore plus technique et encore plus profond. Ou alors, est-ce que vous avez d'autres bases sur la sécurité, quelle que soit la façon de l'apporter ou quel que soit le domaine de la sécurité, tant que c'est en rapport toujours avec les crypto-monnaies et la blockchain. Je vous laisse du coup laisser un commentaire, nous dire ce que vous avez aimé, nous dire également comment nous améliorer là-dedans. C'était la première fois qu'on faisait une vidéo tous les deux. Oui, tout à fait, on en avait beaucoup parlé, on n'avait jamais pris le temps de le faire. On n'avait jamais pris le temps de le faire. Déjà, on commence à bosser de plus en plus ensemble, et puis du coup, on s'est dit, étant donné que tu as ces compétences-là en informatique, tu peux peut-être apporter des informations là-dessus. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux retravailler vraiment sur le fond et la forme? Qu'est-ce que vous voulez que l'on apporte dans la prochaine vidéo? Et en attendant, moi, je vais laisser, donc le sujet est terminé, et je vais laisser la fin de vidéo sur un de tes pitchs, où non seulement pour mettre en avant un peu Vivoca, ce que tu as fait, et le pitch que tu avais fait pour Dassault Systèmes, dans lequel tu expliquais non seulement le contrôle par la voix, mais également l'extraction d'un sentiment, d'une humeur. Tout à fait, on a une grosse phase arrêt dans ce moment, en fait on essaie d'extraire des émotions à partir justement de votre voix sur un enregistrement. Donc ça c'est donc pour qu'en plus de pouvoir donner un ordre à un téléphone, que le téléphone puisse comprendre si tu es énervé, si tu es content, si tu es etc. Tout à fait. D'accord, du coup je vais terminer cette vidéo sur ce pitch, à vous de voir si vous allez regarder jusqu'au bout ou pas. Si vous voulez le retrouver en intégralité, il est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, et puis peut-être une prochaine vidéo en fonction de ce qu'on vont demander les gens. Tout à fait. Au revoir. 7% de la communication, c'est les mots. Alors, prenez pas en compte le chiffre précis, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est vraiment infime. En revanche, 38% de la communication se fait par le ton. Parce qu'une même phrase dite de 2 ou 3 tons différents, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Et du coup, partant de ce constat-là, on s'est dit, en fait, le ton, ça véhicule les émotions. Et c'est vraiment ces émotions qui vont au final pouvoir nous ouvrir beaucoup plus de possibilités et indirectement peut-être beaucoup plus de fonctionnalités. Imaginez par exemple que, donc l'intelligence parfaite, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, journée de taf compliquée, complètement crevé, vous rentrez, vous dites au système, moi je vous mettrais bien un petit film. Et il va vous répondre, pas de souci, si vous voulez, je peux vous mettre le thriller que vous avez commencé hier, vous n'avez pas fini, vous êtes endormi devant, et vous faire un café. Soit. Maintenant, même phrase. Vous rentrez, une grosse séance de sport, vous avez la patate, vous êtes à 2000%. Vous rentrez, je me mettrais bien un petit film ce soir. Et là, il vous répond, justement, vous avez bien rigolé au dernier film de Danny Boone, il vient d'en ressortir un, si vous voulez, pendant que vous vous douchez, parce que le système sait que vous avez été au sport, pendant que vous vous douchez, justement, je vous prépare du coup une tisane, je vous mets la bouilloire, et je vous lance le nouveau film. En fait, c'était la même phrase à la base, mais parce que ça a été dit avec une émotion différente, le résultat est différent. Donc tout ça aujourd'hui, ça paraît très loin, mais au final, le process est déjà en cours et il y a déjà des résultats qui sont très satisfaisants. Je vous montre un exemple très simple, créé par la société Ensemble Robotics, le robot Sophia. Being human must be truly amazing. You can see the beauty in a sunrise. You can appreciate the power of a symphony. Only you know how it feels to laugh with old friends. To be able to love, to feel intense emotion, to create life. I can do many things that humans do, but I can only dream of really being human. Actually, I can't do that either.